Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro du débat du dimanche. Nous allons essentiellement parler des suites de l'attaque de l'hôtel Radisson, également cette autre attaque à la roquette, le camp du municipe de Kidal, le carnage à Tunis avec cet autre attentat terroriste, un bus de la sécurité présidentielle ciblé par un kamikaze. Et également, si le temps nous le permet, nous allons évoquer le COP 21 ou l'élection présidentielle au Burkina Faso, des questions qui seront abordées par nos invités. Adam Cham du Républicain, Alexis Kalambri des Échos, Modibo Makalou, économiste, et Serge Danel, journaliste écrivain. Plus d'une semaine après l'attaque du Radisson, on en sait un tout petit peu plus sur les auteurs, les complices, les commanditaires de l'attentat, de nouveaux éléments qui interviennent donc après la double revendication par Al-Mourabitoun et le Front de libération du Massina. Alexis Kalambri, déjà par rapport à cette double revendication, avant d'entrer dans les derniers développements de l'attaque de Radisson. Oui, mais si vous voyez déjà pour le Front de libération de Massina, c'est une première, on peut dire. Ce mouvement n'a pas l'habitude de revendiquer. Ils font beaucoup de choses, mais on ne les voit pas, on ne les sent pas. C'était pratiquement la première fois qu'on sentait le Front de libération du Massina revendiquer quelque chose de ce genre. Mais d'où vient ce tiraillement? Peut-être quelqu'un a tout faux ou alors c'est un coup qu'ils ont dû faire ensemble, ce qui n'est pas très plausible. Mais je pencherais plus pour le Front de libération du Massina. Est-ce qu'il faut peut-être profiter, M. Makalou, de ce tiraillement entre mouvements terroristes ou est-ce que c'est un petit danger que un mouvement puisse revendiquer un seul attentat, le même attentat? Non, je pense qu'il n'y a pas de contradiction. À mon avis, ces mouvements, il y a des passerelles entre eux. Et bon, ils ont un objectif commun, c'est s'aimer la terreur. Et d'après ce qu'on nous avait dit, c'est quand même... il y a eu un éclatement du Moujao. Une partie est partie avec Al-Mourabitoun et une autre partie s'est retrouvée avec le Front de libération du Massina. Donc, avec le lien qu'il y a eu avec Boko Haram. Donc, cette zone du nord du Mali et du centre du Mali, on peut quand même l'imputer à ces mêmes groupes, mais qui se retrouvent quand même dans leur objectif commun, c'est-à-dire de s'aimer la terreur. Ok, c'est important de savoir, Adam Cham, qui est le commanditaire de l'attaque de Radisson. C'est important pour le Mali, le gouvernement, les Maliens, de savoir qui en est ou sinon qui en sont les auteurs. Donc pour les victimes, pour l'hôtel Radisson et pour le coup que l'image du pays prend, non. Mais c'est important de le savoir dans la mesure où la première revendication qui a été faite par Al-Mourabitoun me paraît presque être confirmée par les déclarations du procureur qui a dit qu'il n'y avait pas plus de 2 assaillants dans cet hôtel et le communiqué d'Al-Mourabitoun dit qu'il y avait 2 assaillants dont il a même donné les noms de Jihad. Et c'est intéressant de savoir aussi, parce que si c'est le Front de libération du Massina, ça veut dire, que ce front existe, et or ce n'est pas très évident. Iyad même, qui a revendiqué l'attaque de Nara, parle des Peuls du Massina, comme la Katiba Massina, et la dénomination a une importance à ce niveau. Et si c'est eux, ça veut dire qu'ils existent, mais ça veut dire aussi qu'ils sont presque montés en puissance depuis le temps où ils sont nés, et que donc le centre du Mali devient vraiment l'épicentre de la nouvelle insécurité. Mais les djihadistes revendiquent toujours. Et vous voyez, si Ansardine a revendiqué tout de suite l'action à Kidal, or le communiqué du FLM dit effectivement qu'il a fait cette action-là avec d'autres, et on avait pensé à Iyad Agali. Si c'était le cas, peut-être ils auraient revendiqué ensemble. Moi, ce qui me frappe, c'est une espèce de clarification entre les passerelles qui existent entre les groupes. Donc vous avez en Sardine qui revendique, donc en Sardine qui a des liens forts avec Al-Qaïda au Maghreb islamique. Vous avez le FLN, le Front de libération du Massina, qui
devient un prolongement, à mon avis, d'Ansardine au centre, c'est-à-dire une espèce de Katiba, comme disait tout à l'heure Adam, c'est-à-dire une unité combattante. Et plus au sud, vous avez ce qu'on appelle une petite Katiba, ça s'appelle une Saria, qui s'appelle Walid Ibn, qui, de Sikasso, est plutôt arrimé, agrippé au Front de libération du Massina. Donc vous avez au sud une petite Saria, une petite Katiba, une unité combattante. Vous avez au centre le Front de libération de Massina, qui est une Katiba en Sardine, et en Sardine, qui a des liens forts avec Al-Qaïda au Maghreb islamique. Maintenant, de l'autre côté, puisqu'ils ont revendiqué aussi El Mourabitoun, ce qui me frappe, c'est qu'il y a quand même un bicéphalisme à la tête de Mourabitoun, et c'est important de le dire. Vous avez une branche du Moujao qui se réclame ouvertement de l'organisation État islamique. Ça, c'est très important. Et, comme il s'appelle, Mokhtar el-Mokhtar, dont on n'a pas de nouvelles, mais certains pensent qu'il existe toujours, les Américains pensent qu'il est mort, les Français également. Donc, bref, ça devient une espèce d'arlésienne, mais qui revendique aussi. Donc, il y a une passerelle entre tous ces groupes, ça c'est certain. Mais ce qui me frappe moins, c'est que tous ces groupes qui revendiquent disent toujours nous l'avons fait avec Al-Qaïda au Maghreb islamique, comme si Al-Qaïda au Maghreb islamique reste quand même pour le moment central dans le jeu djihadiste sur le territoire malien. Ok, Adam Thiam, Daesh, l'État islamique, on le vante en poupe. Est-ce qu'il y a des risques que ces mouvements-là soient séduits, influencés, ou que vice-versa, l'État islamique essaie vraiment d'arrimer, de tirer ces mouvements-là vers lui? Oui, non, je ne sais même pas si au niveau du Mali, ces distinctions ont une importance, dans la mesure où vraiment les vases communiquent beaucoup. C'est-à-dire que non seulement entre les mouvements djihadistes aujourd'hui, on l'a vu, mais entre la rébellion politique et les mouvements djihadistes à l'époque. Donc je ne crois pas que cette distinction soit très importante entre l'affiliation, l'obédience à l'État islamique et l'obédience à Al-Qaïda au Maghreb. Contrairement effectivement à ce que Serge a évoqué, par exemple le manque de cohésion que nous commençons à sentir dans Al-Mourabitoun, qui peut faire effectivement une partie de Al-Mourabitoun se sentira plus proche de Ansardine, etc. Mais l'autre chose qu'on doit signaler concernant le Front de libération du Massina, c'est que personne ne connaît l'aile politique de ce mouvement. Or, l'aile militaire, on la connaît un peu. Alors, si ce mouvement existe, qui anime son aile politique? Et la question qu'on pose, c'est pourquoi je pense effectivement que c'est peut-être simplement une délocalisation de Ansardine dans le centre. Je voudrais quand même dire, si je peux me permettre, que l'impression que j'ai, c'est que l'organisation État islamique va de plus en plus séduire, à mon avis, les djihadistes dans le Sahel pour trois raisons. L'État islamique, c'est quand même un territoire. C'est un territoire, ça fait quand même plus de 200 000 kilomètres carrés. Ça fait un territoire à califourchon sur la Syrie et sur l'Irak, merci. C'est également, et c'est très très important, ce sont des gens qui ont des moyens, c'est quand même entre 1 et 3 milliards de dollars par an. Donc ils vont, à mon avis, de plus en plus séduire les djihadistes dans le Sahel, probablement, par la forme de leur action. Moi j'entrevois quand même la transposition de la rivalité Daesh, qui est l'acronyme arabe de l'État islamique en Syrie et en Irak, dans cette partie de l'Afrique. Parce que je pense que Boko Haram, qui s'était appelé l'État islamique en Afrique de l'Ouest, il s'est donné un nom arabe qui s'appelle Garb al-Africain. Je pense que l'éclatement qu'on vient d'analyser au sein de Al-Mourabitoun, je pense que c'est la transposition un peu de la rivalité. Maintenant, elle est médiatique aussi. Parce que Daesh a fait un grand coup d'éclat à Paris. Et je pense que maintenant, Al-Qaïda au Maghreb islamique aussi veut faire parler de lui. Et je pense que c'est à ce niveau que nous voyons un peu le schisme au niveau de ce mouvement, et puis peut-être à double tête, mais quand même, comme on l'a dit, avec des passerelles entre les deux mouvements. Ok, Alexis. Oui. Okay. Ce qu'il faut voir au-delà de cet aspect, pour rejoindre un peu Adam, c'est-à-dire on est incapable de voir une lisibilité. Au Mali, la revendication première était irrédentiste. C'est grévé à cela un mouvement, disons, idéologique, religieuse, intégriste. Bon, aujourd'hui,
on ne peut pas dire exactement voici des revendications, voici ce qu'ils veulent, et il est souvent même difficile de mettre un visage sur des mouvements. Je pense qu'il y a beaucoup d'étapes encore à franchir à ce niveau. D'accord. Ce qui est important aussi, c'est de savoir cette montée en force, cette montée en force des éléments de forces de défense et de sécurité du Mali. On a l'impression qu'ils sont en train d'être rodés par rapport à l'attaque contre les terroristes. On a vu depuis Sévaré, il y a une montée en force de ces éléments-là. On l'a également vu lors de l'attaque de Radisson. Ça, c'est évident. Par exemple, avant-hier, dans la région de Mopti, il y a eu encore 3 présumés djihadistes qui ont été arrêtés parce qu'il y a une opération qui est en cours et qui va durer 3 mois. C'est la plus importante opération militaire de l'armée régulière après la crise de 2012. Je pense qu'il y a une montée en puissance. Et ici, la semaine dernière, nous n'avons pas beaucoup insisté là-dessus. Nous avons eu peut-être tort. Parce que ce qui m'a frappé quand j'étais à Radisson, toi tu n'étais pas là-bas pendant le truc, tu étais plutôt caché. Hein. Moi j'étais dans le feu de l'action, c'est de voir d'abord les forces de sécurité, les forces spéciales débarquer avec comme unique bouclier, c'était un véhicule. Ils étaient cachés derrière un véhicule, ils sont montés dans l'hôtel. Effectivement, ils sont plus rodés, et il faut le souligner, il y avait également des femmes parmi les forces spéciales. Oui, que ce soit à Bamako, j'en aurais terminé, à Mopti, et à Sikasso. À Sikasso, là, ce sont les bérets rouges à l'époque qui ont été détruire cette forêt dans laquelle étaient cachés des islamistes. Je confirme, je sens une montée en puissance des forces, mais essentiellement pour 2 raisons. D'abord parce qu'ils ont le courage. Parce que si vous n'avez pas le courage, vous pouvez avoir les armes, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et en plus, on est en train de les équiper. Vous savez qu'on ne va pas violer le secret de la conversation, le secret militaire. Vous avez du matériel qui est en train de rentrer. Oui, l'autre aspect, c'est dit qu'on était jusque-là dans la réaction. Ces 2 jours-là, Cap Sahel a formé 10 experts maliens dans l'extraction de données téléphoniques. Ça, c'est important. Ça permet d'anticiper très souvent et surtout de pouvoir prévenir. Je pense que c'est l'aspect qui manquait beaucoup parce que ce n'est pas un mouvement conventionnel, une guerre conventionnelle que nous avons. Oui, Adam, sur cette question, c'est important que on ait cette capacité de réaction et même d'anticipation, de contextualiser la donne sécuritaire avec nos éléments de forces de défense et de sécurité. Non, absolument, c'est important quand il y a une attaque. Et l'anticipation, c'est encore plus important pour prévenir les attaques. Donc, quand on dit anticipation, il y a la capacité donc à recueillir des renseignements fiables et agir à temps. Pour ce qui est, par exemple, de la journée du vendredi noir, je crois que le déroulé est extrêmement important pour que nous sachions effectivement heure par heure ce qui s'est passé. Et quand je lis la presse, y compris occidentale, je ne vois pas effectivement le déroulé exact des opérations. Donc, je suis incapable de commenter. Parce que si l'opération a commencé à 7 heures et qu'il y avait 2 djihadistes et l'assaut et c'est finalement l'assaut a duré 9 heures ou 7 heures, on peut se demander ce qui se passait entre-temps. Donc, l'appréciation que moi je porte sur cette journée du 22 mars, c'est un peu plus sur la proactivité de l'État en ce qui concerne, par exemple, la communication de ça. En d'autres temps, peut-être qu'on n'aurait pas eu d'infos presque à temps réel. Cette fois-ci, ça a été différent et c'est une mesure à saluer. Je pense que le déclic, c'est quand même Sévaré. Hein. Okay. C'est l'attaque de l'hôtel Byblos. On a vu quand même une réaction assez rapide de nos forces de défense et de sécurité et la présence sur place aussi des autorités politiques. Je pense que, comme M. Kalambri l'a dit, la formation est un axe important. Mais aussi, c'est la confiance. Le président Mao disait que ce n'est pas l'armement, l'arme principale, mais c'est la volonté. Donc, je pense que la restauration du crédit de l'autorité de l'État, on commence à sentir ça de nouveau. Et je pense qu'après Sévaré, nos forces ont repris un peu confiance. Et maintenant, à l'hôtel Radisson, je crois qu'elles sont montées encore en puissance et c'est ce qu'on a vu. Plus la communication. Il cite le livre rouge de Mao. Moi, je vais citer le livre vert de Kadhafi. Il faut former ses troupes. Et il faut avoir confiance. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, et puis d'ailleurs, ça date de déjà, après la crise, on a eu quand même un travail de fond, un véritable travail de fond qui a été fait par
ton aîné, l'ancien ministre de la Défense, Soumeilou Boubé Maïga. Donc tout cela, c'est le résultat d'actes posés par le gouvernement depuis la crise, à mon avis. Ça commence à fonctionner. Moi, j'ai toujours été persuadé que dans le nord du Mali, c'est beaucoup plus compliqué à cause de l'implication des présences étrangères, de la lutte d'influence, ceux qui ne veulent pas qu'on intervienne, ceux qui ne veulent pas que l'armée aille à tel endroit, alors qu'au centre, au sud et dans la capitale, c'est plutôt de manière de plus en plus claire que les forces de défense font le job. D'accord, voilà. Nous restons... Juste comme l'un a cité Mao, l'autre Kadhafi, moi je voudrais citer Pasteur pour dire qu'il n'y a pas de génération spontanée. Je ne pense pas que nous soyons au point. Je pense qu'il y a encore énormément d'efforts. On dit quand même que ça évolue. Il y a encore énormément d'efforts pour que nos forces soient en mesure effectivement de répondre aux défis qu'est l'insécurité, en fait le djihadisme, aussi bien à l'intérieur du pays que dans la capitale qui doit être maintenant ciblée. Ok, nous restons toujours au Mali avec cette autre attaque. 3 morts. C'est donc le bilan d'une attaque à la roquette ce samedi contre le camp de la MINUSMA à Kidal. Une attaque intervenue tôt le matin et qui a fauché 2 casques bleus guinéens et un civil contractuel. Monsieur Makalou, ce n'est peut-être pas une surprise dans la mesure où quelques jours auparavant, le leader d'Ansardine Yagali avait mis en garde les forces croisées entre guillemets. Peut-être il a parlé, il a agi. Bon, M. Yada Gali de Ansardine, je pense que pour une fois, on parle de lui comme, on le cite comme un renard, mais je pense que là, il a été un peu gauche, si je puis m'exprimer ainsi. Parce que d'abord, on n'a pas pu authentifier la date exacte de l'appel, ou en tout cas de l'enregistrement sonore, parce que. Mais ce qu'on a compris, c'est qu'il avait demandé à frapper l'Hexagone, la France, c'est-à-dire la France. Et moi, ce que je... C'est qu'il avait donné. L'information privilégiée. Donc, de toute façon, ce monsieur qu'on avait dit quand même être un stratège, je pense que maintenant, s'attaquer quand même à la MINUSMA, et je pense que la réaction de monsieur le secrétaire général des Nations Unies, monsieur Ban Ki-moon, et du Conseil de sécurité dans des termes très vifs, font penser qu'il a ouvert beaucoup de fronts contre lui et c'est une bataille qui va être difficile pour lui de gagner. Ok, Alexis, quelle peut être la symbolique quand Sardine s'attaque comme ça frontalement il y a 3 messages. Dès le départ, Iyad a toujours dit qu'il faut compter avec lui. Il donne l'impression, enfin, on a l'impression que peut-être on ne l'a pas suffisamment pris trop au sérieux. Donc, il faut qu'il se manifeste. L'autre aspect, c'est que, bon, à la limite, ses rivaux ont fait le coup de feu à Bamako. Il fallait que lui aussi, il en fasse. Mais ce qu'il ne faut pas négliger, je l'ai toujours dit, il faut peut-être parler avec Iyad. Iyad a un butin de guerre qui lui permet de tenir. On sait que pour la libération des otages français, c'était l'argent, les 23 millions d'euros ont passé par lui. Pour les Italiens également, ça passait par donc. Il doit suffisamment avoir de la réserve, sans compter ce qui vient de l'extérieur, pour tenir un certain temps. Et si vous voyez qu'il a pu, disons, rester jusqu'à présent insaisissable, c'est qu'il a des alliés, il a des soutiens et il a des complices. Serge, pour ceux qui connaissent ce qu'est la géographie de Kidal, il y a 4 grands quartiers. Donc, la MINUSMA au sud, s'il traverse le nord pour venir au sud, c'est qu'il ne veut pas voir la MINUSMA à Kidal. Donc, taper la MINUSMA pour empêcher la MINUSMA de rester sur place, frapper la MINUSMA parce que quand même c'est le symbole pour lui de l'étranger, de ce qu'il appelle les croisés, mais frapper aussi la MINUSMA parce que la MINUSMA l'empêche de revenir à Kidal. On a l'impression que les autres groupes ne lui font pas du tout peur. Et que si la MINUSMA n'était pas à Kidal, lui, il était, en tant que Yad Darali, il était capable de revenir facilement. Alors, pourquoi les autres ne combattent pas Yad ou le terrorisme ou quand on attaque la mission de l'ONU, c'est un autre problème. Mais là où je ne partage pas ton avis, et ça, je m'adresse également à ceux qui ont dit pendant longtemps, il faut négocier avec Iyad. Iyad n'est plus dans la négociation. Non, il n'est plus dans la négociation. Je pense qu'il est arrivé à un point où il explique clairement qu'il n'est plus dans la négociation. Sa tête est mise à prix par les Américains.
Si vous allez discuter avec lui et que les Américains vous attrapent là-bas, c'est boum, 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 Iyad n'est plus quelqu'un, à mon avis, qui est dans la négociation. Peut-être le Front de libération du Massina, puisqu'on commence, contrairement à ce que certains pensent, on commence à savoir un peu qui est derrière, ou du moins qui est proche, qui est sympathisant, ou bien qui on peut envoyer comme émissaire. À mon avis, ça c'est mon point de vue, et je le dis, Iyad, à mon avis, n'est plus dans la négociation. La négociation s'est terminée avec lui. Je ne vois pas comment on peut envoyer des émissaires pour lui dire, bon, arrête de faire ce que tu fais, voilà ta place dans le processus. Les premiers, à mon avis, qui vont le combattre, ce sont les groupes armés. Mais justement, est-ce que ça, c'est pas peut-être une erreur des autorités en place qui essaient d'avoir le même discours que celle occidentale, qui dit systématiquement on ne négocie pas avec les terroristes? Iyad Dagali est à 5000 km des Européens, mais il est au Mali, il a toujours été malien. Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver une formule, si on ne parvient pas à le vaincre militairement, d'avoir des approches pour peut-être l'entendre, écouter? Non, sur Kidal, donc ce qui s'est passé est triste. Et ce qui s'est passé souligne encore que jusqu'à présent, c'est la solidarité internationale qui tient ce pays. C'est quand même des soldats d'un autre pays, d'un pays voisin qui sont morts. Et puis, effectivement, on en profite pour présenter nos condoléances. Concernant les motivations d'Iyad, Serge l'a dit, et moi je ne pense pas, comme le pense Makalou, que oui, bon, cette action-là perd définitivement Iyad. D'ailleurs, si vous voyez la réaction des soldats de Kati, des soldats de Kidal, le MINUSMA, ils se plaignent en réalité contre leur establishment. C'est ça qu'il y a derrière. Parce qu'il est quand même difficile de comprendre que la capitale de l'insécurité qu'est Kidal puisse être aussi facilement exposée au tir de roquettes de quelqu'un qui n'a plus quand même sa capacité de nuisance d'antan. Est-ce qu'il faut négocier avec Iyad? Je pense que si on négocie déjà avec ce que Serge appelle le Front de libération du Massina, moi je pense que cette dénomination, je ne sais pas d'où elle vient, c'est déjà peut-être négocier avec Iyad. Oui. C'est déjà peut-être négocier avec Iyad. C'est les coupés de Iyad peut-être. Voilà, mais ça c'est déjà négocier avec Iyad. Et je pense que, franchement, qu'est-ce qu'on voit 3 ans après la crise du Nord, on a signé un accord avec la rébellion politique, mais l'insécurité continue, il se déplace même à Bamako. Et tout le monde sait qu'il est extrêmement difficile de gagner en guerre asymétrique, et même ceux qui nous préviennent, ceux qui nous empêchent de négocier avec les djihadistes, comme les Américains et autres, ont quand même envoyé des équipes en Irak, en Afghanistan, pour négocier en douce. Hein. Oui, et donc, moi, j'ai un problème. J'ai un problème de compréhension et peut-être analytique. Les accords de paix et de réconciliation, c'était des accords négociés politiquement. C'était des revendications politiques. On avait dit pas de négociation avec les djihadistes, avec les terroristes. Ceux qui veulent imposer... Parce qu'on a dit simplement, pourquoi est-ce que le djihadisme peut être politique? Non, mais moi, mon problème, c'est en réalité, si on est dans la République, je pense qu'on est dans une République laïque, on ne peut pas venir imposer, discuter avec des gens qui veulent faire le djihad à un pays qui est déjà musulman. Moi, je pense que les revendications politiques ont été traitées au sein du truc. Si on veut ouvrir d'autres négociations avec les djihadistes, je pense que ça va être une autre paire de manches. Peut-être pas des négociations officielles, mais est-ce que ce n'est pas faire preuve de réalisme, de réel politique, si on ne parvient pas à vaincre quelqu'un militairement? Qu'est-ce qui empêche peut-être de trouver des approches pour ramener la paix? Encore qu'on ne perd rien à les écouter, à savoir ce qu'ils veulent et quel est le plus petit dénominateur commun qu'on peut avoir. Si on a pu discuter avec des irrédentistes, ceux qui voulaient la partition du pays, on peut discuter avec ceux qui ne sont que dans l'idéologie. Ils ont une manière de voir avec une majorité musulmane que eux ne jugent pas musulmans forcément. Donc je pense que au moins les écouter, savoir ce qu'ils veulent et quel peut être le terrain d'entente. Mais il faut qu'on sorte du schéma classique qui veut que systématiquement on ne négocie pas, on ne prend pas en compte leur vue. Okay. Je voulais, sur le plan sécuritaire, aller dans le même sens qu'Adam tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, au sein de la mission de l'ONU, des militaires africains qui parlent de plus en plus ouvertement.
en disant notre mandat n'est pas adapté. Il faut que l'ONU nous donne des moyens pour se battre, parce que nos soldats sont en train de mourir. Donc quand vous commencez à entendre cela, il faut revenir à ce que disaient certains à l'époque, c'est que la mission de l'ONU au Mali, elle est là, elle n'a pas un mandat robuste, mais tant qu'on n'aura pas une espèce de troupe d'élite mobile qui peut se mouvoir dans tout le Sahel pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre le trafic de drogue, on ne pourra pas, à mon avis, s'en sortir. Et ça fait la 12e fois, la 13e fois que nous répétons la même chose. Okay. Oui, le président Issoufou, d'ailleurs, aujourd'hui a répété ce que vous venez de dire par rapport au mandat. Et ça, c'est l'échec de la mission de l'ONU au Mali. Juste par rapport à Makalou, mais quand le MNLA revendiquait l'indépendance, il l'a revendiqué contre un territoire qui est membre de la communauté internationale dont les frontières sont internationalement reconnues. Donc c'est déjà une violation de notre intégrité. Je ne vois pas quelle est la différence, sauf si on nous dit effectivement c'est la France ou les Nations Unies qui décident. Je ne vois pas de différence au niveau de l'argumentaire et je pense que moi je ne crois pas, par exemple, qu'il soit possible aujourd'hui de négocier avec Yadagali. Peut-être parce que il est allé très loin. Mais assécher effectivement le recrutement est possible et tu ne peux pas assécher le recrutement sans prendre langue effectivement avec ceux qui constituent sa chair à canon et qui sont là des fois pour toutes sortes de raisons. Par exemple, si tu prends les Peuls, ils te diront effectivement que les transhumances avaient des problèmes. Il y a mille et une raisons qu'il faut écouter et en les écoutant effectivement on peut assécher le recrutement en sardine et les autres groupes. D'accord. Une troisième attaque dans cette émission, cette fois-ci, celle perpétrée contre un bus de la sécurité présidentielle en Tunisie, le 24 novembre dernier, donc en plein Tunis. Le bilan est de 13 morts, dont le kamikaze et une vingtaine de blessés. Makalou, est-ce que la Tunisie n'est pas en train de payer le prix de sa transition réussie, une transition démocratique réussie qui ne plaît pas forcément aux terroristes? Oui, mais moi ce qui me frappe, c'est quand même l'audace. C'est-à-dire ceux qui sont supposés assurer la sécurité du président de la République qui sont frappés de cette manière. On sème la terreur, on massacre ceux-mêmes qui sont censés supposer assurer la sécurité du président. Mais pour ceux qui connaissent la Tunisie, je pense que moi, je suis quand même un grand admirateur du président Bourguiba pour tout ce qu'il a fait là-bas. Parce qu'il avait mis quand même beaucoup d'accent sur la valorisation des ressources humaines. Et aussi, c'était un État quand même structuré avec des services de sécurité quand même très bien outillés. Donc maintenant, ce qui me frappe aussi, c'est quand même la montée en puissance de ces groupes djihadistes en Tunisie. Parce que j'y étais un mois avant quand même que le président Ben Ali ne quitte le pouvoir. C'est quand même toute cette jeunesse désœuvrée, parce qu'ils ont beaucoup de diplômés, mais qui ne travaillent pas. Et il semblerait qu'ils aient quand même un grand nombre de personnes, de jeunes, qui sont allés faire le djihad au Moyen-Orient. Donc il y a quand même une fracture sociale. Et je pense que c'est un peu le terreau du terrorisme sur lequel il faut s'apaisantir. L'autre aspect, c'est que d'abord, la Tunisie paie sa proximité avec la Libye et disons une certaine porosité des frontières. Mais ce qui est frappant chez les djihadistes, c'est qu'ils n'ont jamais de stratégie de repli. Ils viennent avec l'intention de mourir. Donc l'audace est là dès le départ. C'est-à-dire, quand ils ont une cible, ils vont l'atteindre et dans tous les cas, ils vont faire le dégât parce qu'il ne s'agit pas pour eux de pouvoir frapper, de se replier. Il y a toujours cet aspect qui fait quand même la différence, quoi. Ok, il y a aussi une constance. Ce qui me frappe, c'est que Makalou soit frappé. Mais c'est normal, Adam. C'est-à-dire que le principe chez ces djihadistes. D'ailleurs, Hollande a sorti un terme, terroriste djihadiste. J'ai trouvé ça que le terme est plus juste. Mais le problème, c'est de frapper. Donc ne soyons pas étonnés. Donc, mais sous Ben Ali, est-ce que ça aurait été possible, comme ça, d'atteindre un cortège présidentiel? Disons les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que ce que vous gagnez dans une révolution, vous perdez quelque chose, vous gagnez quelque chose, vous perdez quelque chose. C'est un État qui est en totale recomposition là-bas. Donc ils vont frapper. Ce qui me frappe, moi, enfin, c'est que ces fameux djihadistes, ils ne peuvent pas prendre le pouvoir. Ils ne peuvent pas prendre le pouvoir au Mali. Ils ne peuvent pas prendre le pouvoir au Burkina. Ils ne peuvent pas prendre le pouvoir en Tunisie. Mais ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent détruire
Et c'est ça le véritable problème. Donc moi, je ne suis pas du tout surpris. Peut-être le lieu, le moment. Parce que dans un cortège présidentiel, le symbole, voilà. Tout à fait. Oui, Arantia. Pour le symbole, c'est étonnant qu'une voiture de la garde, de la sécurité présidentielle soit atteinte. Vraiment, ça parle très fort. Même s'il y a eu moins de victimes que le musée Bardo ou à Sousse, etc. Mais tout ça vient nous dire que la Tunisie est dans l'œil du cyclone. La proximité avec la Libye a été évoquée, c'est vrai, mais il paraît que la Tunisie est le pays qui envoie le plus grand contingent dans l'État islamique. Et puis, il faut dire qu'il y a aussi la survivance du régime Ben Ali, parce que le chômage et le désœuvrement constituent effectivement le terreau du terrorisme, parce que on sait maintenant que les jeunes sont attirés pas seulement par la doctrine, mais d'abord par l'argent, et ensuite il y a toute cette addiction aux substances, etc. Et tant que la jeunesse n'a pas d'espoir, n'entrevoit pas l'avenir, tant que les horizons sont bouchés, effectivement, et qu'il y a des pays comme la Libye à côté, où que les Tunisiens partent s'enrôler dans l'État islamique, il faut craindre. Mais en gros, Serge l'a dit, je ne pense pas qu'il puisse prendre aujourd'hui l'État libyen, comme je ne pense pas qu'il puisse prendre l'État malien, je ne pense pas qu'il puisse prendre l'État français. Ils cherchent à frapper, ils cherchent à faire mal, et des fois, ils réussissent. Et si on veut lutter contre l'État islamique, non, je laisse la parole. Allez-y. Merci. Si on veut lutter contre l'État islamique, moi je pense que les frappes ne vont pas servir à grand-chose. On l'a dit ici depuis un an et demi, il faut qu'on puisse avoir des troupes au sol. Lorsque les Américains se sont trompés en allant attaquer l'Irak à l'époque, il y avait des troupes au sol. Je ne vois pas pourquoi ils n'auront pas aujourd'hui le courage d'envoyer des troupes au sol là-bas. Mais ils ont les moyens, mais les puissances internationales. Parce que c'est un problème international. Il faut, à mon avis, envoyer des troupes au sol si on veut vaincre l'organisation État islamique. Sinon, on ne pourra pas. Moi, je voulais... Ce n'est pas encore d'accord. Ok, sur la Tunisie, je voulais vous poser la question. Adam Thiam a parlé de la survivance du régime Ben Ali, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi parler de celle du parti Ennahda, puisque pendant cette transition-là, il y avait souvent des prêches assez enflammées et ça a suscité l'ire de certaines organisations. Moi, ça me rappelle ce qui s'est passé en Algérie un peu plus tôt. C'est exactement, c'est la montée en puissance des islamistes. En fait, ce désœuvrement, cette fracture sociale fait qu'en sorte, et même on le voit même chez nous ici, c'est que il y a cette solidarité que vous voyez dans les mosquées tous les vendredis au Mali ici et ailleurs. C'est quand même c'est un terreau fertile pour eux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont désœuvrés et ces gens-là, ces islamistes viennent les aider et puis les embrigader. Et c'est très facile en ce moment de tomber sur des jeunes qui sont désœuvrés et qui seront prêts à se livrer à certains actes répréhensibles. Ok, puis la Tunisie, c'est plus de 3000 jeunes en Syrie. Je pense que de façon globale, nous sommes à un tournant où c'est vrai la laïcité, c'est vrai cette déconnexion de l'État avec le religieux, mais nous sommes à un tournant où l'État doit sérieusement encadrer pas la pratique, au moins l'existence et le cadre de pratique des religions, de manière à savoir qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui... On est ouvert à tout vent. C'est-à-dire, il y a tous les courants, il y a toutes les expérimentations qui se passent chez nous. Pour des néophytes, ce n'est pas indiqué. Je pense que l'État doit encadrer pas le cadre de pratique, de sorte à savoir exactement qui est là, d'où il vient et quelles sont les idéologies qui sont véhiculées. Ok, c'est donc dans ce contexte de menaces terroristes que s'ouvre ce dimanche à Paris la conférence sur les changements climatiques, la conférence de Paris donc de la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. 150 chefs d'État et de gouvernement y participe. Est-ce qu'Alexis Kalambri, en maintenant cette conférence vaille que vaille, peut-être la France a voulu donner un message, la résistance face à la terreur? Ça aurait été d'autres pays, d'autres circonstances, on aurait purement et simplement annulé. Il y a quand même bien d'aspects qui ont été annulés, l'aspect manifestation populaire, mais effectivement c'était important. Si vous avez suivi déjà la cérémonie d'hommage vendredi dernier aux Invalides, c'était vraiment frappant et le message fort c'est que
c'est vrai, on a été frappé, mais on va continuer. Donc je pense que le maintien de COP21 entre dans ce cadre-là. Et l'autre aspect, c'est que il y a de réels problèmes d'environnement. Il y a de réelles menaces qui pèsent sur l'environnement. J'ai eu la chance d'avoir été invité par l'équipe de COP21 pendant une semaine pour voir tout ce qui se fait et quelles sont les stratégies mises en place. Donc je pense que effectivement la France a réussi d'abord à maintenir l'organisation, mais et ensuite malgré tout à garder l'attention sur un phénomène qui s'impose de plus en plus. Monsieur Makalou, c'est quoi pour vous les enjeux de cette conférence? D'abord, comme il l'a dit, c'est des chiffres astronomiques. Vous avez 147 chefs d'État prévus. Je ne pense pas qu'on aurait pu annuler. C'est la plus grande rencontre diplomatique qui a eu lieu en France. 147 chefs d'État attendus, 40 000 personnes qui vont participer à cette rencontre. Et COP21, ça veut dire Convention of the Parties. Ça veut dire Convention des parties en français. Et il y a 195 pays qui sont liés à cette convention. Et il s'agit de trouver un accord contraignant sur le climat, sur le réchauffement climatique. Mais les enjeux, avant tout, je ne sais pas si les gens ont très bien compris. Moi, j'ai eu la chance d'être invité par l'UNEP, l'Agence des Nations Unies pour l'environnement et l'école de business de Francfort. Parce que les pays, à la COP 17 qui a eu lieu à Durban, et tenez-vous bien, les pays africains n'avaient aucun spécialiste à l'époque pour pouvoir capter les ressources qui doivent être mises à la disposition des pays africains. Et en 2009, il y a quand même eu un engagement des pays riches pour 100 milliards de dollars pour aider les pays pauvres à faire face à ces réchauffements climatiques. Mais comment mobiliser ces ressources? Ça, c'est une très bonne question. On va en parler. Adam Thiam Magalou parlait d'accords contraignants. On en avait parlé par rapport au sommet de Copenhague. Finalement, il n'en est absolument rien. La montagne, à l'époque, avait accouché d'une souris par rapport à ces accords contraignants que l'Afrique réclame très souvent. Donc il faut que les gens comprennent que ce qu'on demande, c'est que la température sur le thermomètre descende soit maintenue à 2. Parce que autrement, la planète est en danger. On a commencé à voir ça déjà avec les perturbations, les météos extrêmes, la grande pauvreté de certains producteurs dans les pays du Sud. Donc, c'est important ce qui est en train d'être fait, c'est pour sauvegarder la planète. Mais je suis d'accord, ce n'est pas la première fois. Il faut dire que la première quand même réunion qui a tiré la sonnette d'alarme, date de 1972. Et puis il y a eu Rio avec le concept du développement durable. Tout le monde sait que si la tendance de consommation continue comme ça, effectivement, la planète va avoir des problèmes. Mais il y a quelques signes encourageants cette fois-ci. C'est-à-dire que donc l'Union européenne a déjà, effectivement, s'est déjà prononcée. L'Union européenne s'engage à baisser effectivement sa production d'effets de serre de 40 à 80% d'ici à 2050. C'est important. Mais on sait que le problème, ça n'a jamais été vraiment que l'Europe. Le problème, c'était les États-Unis. Ils ne sont même pas signataires de l'accord de Kyoto. Le problème, c'est la Chine qui produit 25% de l'effet de serre mondial. Et on ne sait pas ce que Paris va donner de ce point de vue. Ce n'est pas la première réunion. Le problème, ce n'est pas que la réunion se tienne. Ce sont les résultats de la réunion qui me paraissent importants. Ce n'est pas la première réunion, ça ne sera pas la dernière réunion, à mon avis. Mais il ne faut pas se tromper du tout. À un moment, vous vous souvenez, l'Afrique, par exemple, était devenue le continent où on amenait les déchets toxiques. C'était les déchets toxiques, les déchets qu'on ne pouvait pas laisser en Occident. On soudoyait ou on payait des hommes politiques en Afrique qui acceptaient que des déchets toxiques viennent sur leur territoire. De la même manière, il faut savoir que si vous voulez lutter contre le réchauffement climatique, ça veut dire que vous voulez lutter contre le boom économique de certains pays comme les États-Unis, comme la Chine. Et ils ne l'accepteront jamais. Il faut trouver le juste milieu, mais à mon avis, ceux qui vont trinquer dans l'affaire, ce sera toujours les pays du Sud, parce qu'on n'a pas les moyens de notre politique. On ne peut pas les empêcher de nous bombarder sur le plan, par exemple,
climatique, on ne peut pas empêcher un avion, par exemple, qui survole le continent africain de jeter des choses. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, ce que moi je constate, et vous l'avez dit tout à l'heure, M. Makalou, et j'en aurais terminé, c'est que nous ne sommes pas, il n'y a pas longtemps que nous avons eu des spécialistes sur le continent de ces questions-là, et juridiquement, nous ne sommes pas bétonnés pour faire face. Nous sommes là pour subir. Ok. Voilà. Makalou, est-ce que le défi pour l'Afrique ne reste pas le fait de pouvoir opérationnaliser le concept de pollueur-payeur? Absolument. C'est pas ça le défi. Absolument. Bon, il faut pas qu'il y ait mégarde aussi, parce que j'ai entendu parler de la Chine. La Chine, c'est un terme absolu. Mais vous serez étonné de savoir, si on ramène ça par tête d'habitant, ça change complètement la donne. La Chine n'est pas... On habite tous sur cette terre. Donc maintenant aussi, il s'agit de limiter l'utilisation des énergies fossiles, gaz, pétrole, charbon. Mais quand vous prenez nos pays africains, nous sommes 1,2 milliard d'Africains, il y a environ 600 millions qui n'ont pas accès à l'électricité. Mais on cite la déforestation, les charbons, comment est-ce que nous allons faire la cuisson tous les jours, etc., etc. Et comment nous allons nous industrialiser, créer de la valeur ajoutée si nous n'avons pas accès à cette énergie. Donc, on a demandé à ce que les pollueurs payent. Mais je pense qu'il y a eu, les experts de l'OCDE ont dit que pour le moment, dans la cagnotte pour 2015 pour le moment, ils ont environ 62 milliards de dollars. Okay. Et maintenant, en complément de cela, je pense que les compagnies privées vont quand même venir et puis... Elles seront prêtes à payer. Les compagnies privées seront prêtes à payer une partie pour polluer plus. Voilà. Mais il y aura même un marché par rapport à ça. D'accord. Moi, je pense qu'il y a un consensus. En Chine, aux États-Unis, comme dans les autres parties, que sans la prise de conscience, nous avons tous des problèmes. C'est-à-dire nous rendons simplement impossible l'arrivée des générations futures. Absolument. Et donc ça va jouer. Mais je ne crois pas que le problème de l'Afrique soit un problème de manque d'expertise réellement. C'est le problème de la dispersion politique déjà. On voit que l'Union européenne est là en tant que groupe et l'Afrique est dissoute dans le groupe des 177 alors qu'il y a 54 pays africains qui connaissent les mêmes problèmes. Donc, absolument. On ne voit pas pourquoi l'Union africaine ne tirait pas effectivement simplement le groupe. Mais ça a été fait avec Meles à Copenhague, où l'Afrique a parlé d'une voix, et depuis, ce n'est pas possible. Donc, et l'autre chose, c'est quand on nous dit 62 milliards, c'est qu'il y a beaucoup d'argent, c'est pas toujours de l'argent frais. Il y a de l'aide relocalisée, réallouée, etc. Et le concept de pollueur-payeur pêche non pas parce que l'Afrique n'a pas d'expertise, mais parce que l'Occident ne veut vraiment pas mettre la main à la poche. D'accord. On me fait signe qu'on a 5 minutes pour peut-être faire un tour de table sur cette sortie de transition au Burkina Faso avec la présidentielle couplée aux élections législatives ce dimanche 29 novembre. Ce sera donc la première présidentielle sans Blaise Compaoré depuis 1987. Deux favoris, Roch Marc Christian Kaboré du MPP et Zéphirin Diabré de l'UPC. Alexis Kalambri, déjà, ce sera une page de tournée, la fin de la transition avec ces élections-là au Burkina Faso. C'est un pays qui revient de loin. C'est un pays qui revient de loin, mais c'est vrai, ça va être une page, des pages tournées. C'est la fin de l'époque Blaise et effectivement cette transition qui a connu beaucoup de soubresauts quand même, mais en même temps ça pose un défi au reste de la sous-région. Si jamais, comme les Burkinabés l'ont dit, ils parviennent à publier à J+1 les résultats, plus jamais quelqu'un n'aura d'excuses pour les faire 15 jours après. Oui, Makalou, sur cette fin de transition au Burkina Faso. Je pense que c'est un jour historique pour le Burkina, mais je me réserve encore et aimerais bien quand même que demain, comme ils l'ont prévu, si les résultats provisoires sont quand même qu'il y ait cette gentleman's agreement, que l'un puisse féliciter, celui qui perd puisse féliciter celui qui gagne. Mais je pense que le suffrage universel est très important parce que c'est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Et je pense qu'en l'occurrence, on doit pouvoir se féliciter quand même de la sortie de la transition. Oui, Serge Daniel. Tangara, vous venez de Ouaga, vous avez perdu votre cravate là-bas, vous remarquez, parce que c'est un jour important. J'espère que ça va se passer normalement, ça va se passer surtout calmement. Vous avez vu le sens de
de l'honneur, du respect de la loi. Tout à l'heure, vous étiez en train de me dire qu'il y avait une candidate candidate à la présidentielle, qui n'a pas pu voter, tout simplement parce qu'elle n'avait pas sa carte. Elle n'avait pas sa carte d'identité, alors que tout le monde l'avait reconnue. Mais c'est cela. Si c'était dans d'autres pays, elle aurait voté. Donc, oui, Adam Cham. Moi, c'est ça que je voulais dire. Il m'a pris mon exemplaire. Mais je dirais deux choses, hein, juste pour dérider un peu. Je pense à Compaoré dans son salon, en train de lire la presse, parce qu'il y a un consensus dans la presse que c'est la première élection démocratique au Burkina. Depuis 30 ans. Et l'autre chose, c'est simplement rappeler, comme pour rejoindre Makalou, qui appelle un peu à la prudence, il faut voir les résultats. Ce que Poutine a dit, c'est que ce n'est pas l'élection qui est importante, mais le décompte. Okay. C'est Staline qui l'avait dit avant. Une dernière question pour refermer. Zida a été élevé au grade de général. Est-ce que c'est un lieutenant-colonel bombardé général ou est-ce qu'il le méritait? Il est moins bombardé que Sanogo, qui a été carrément ATT en son temps, et peut-être qu'on le verra. Et bon, il voulait ça. Donc, il voulait ça. Si c'est le prix à payer pour qu'il parte, pourquoi pas. D'accord. Et c'est sur ce donc que prend fin ce numéro du débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient Adam Cham du Républicain, Alexis Kalambri des Échos, Modibo Makalou, économiste, et Serge Daniel, journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain pour un autre débat sur Africa Blog Télévision.